Donc, dans cette vidéo, on va parler des liaisons intramoléculaires. Donc, on parle de liaisons intramoléculaires afin de désigner les liaisons qui existent entre les différents atomes pour former une molécule. Donc, au cours de la session, on va voir les liaisons intramoléculaires, mais aussi intermoléculaires. Donc, la différence entre les deux, intra signifiant à l'intérieur, et inter, ça va être entre les molécules. Donc, ce qu'on veut dire, par exemple, c'est si j'ai une molécule d'eau, donc H2O, c'est les liaisons intramoléculaires sont celles-ci. Naturellement, je vais avoir plusieurs molécules d'eau dans un verre d'eau, par exemple. Et ces molécules vont interagir entre elles. Il y a différents types de liaisons intermoléculaires qu'on va voir un petit peu plus tard, qu'on a vu dans le cours 2. Donc, lorsqu'on parle de intra, c'est à l'intérieur de la molécule. Donc, ce qui unit les atomes pour former une plus grosse molécule. Et lorsqu'on parle de intermoléculaire, c'est les liaisons entre les molécules, donc illustrées ici en pointillé. Donc, on a plusieurs types de liaisons intramoléculaires. Le premier type, on l'appelle les liaisons de type ionique. Et l'autre type, c'est les liaisons covalentes. Puis, les liaisons covalentes sont eux-mêmes divisées en deux autres types, soit les polaires et les non-polaires, aussi appelés apolaires. Donc, on va voir quelle est la différence entre une liaison ionique et une liaison covalente polaire ou une liaison covalente non polaire. Afin d'expliquer la liaison ionique, nous allons faire un exemple ensemble de comment illustrer une liaison ionique et de comprendre un peu pourquoi on appelle ce type de liaison-là ionique qui nous fait penser au mot ion. Donc, une liaison ionique, comme le nom l'indique, va laisser place à des ions. Donc, cette liaison-là va former des ions. Pourquoi? On va faire l'exemple ci-dessous. Donc, j'ai une molécule de MgO. La liaison qui unit le magnésium à l'oxygène est une liaison ionique. On va voir pourquoi. Donc, la façon de faire, c'est de dessiner le modèle de Bohr-Rutherford pour chacun des atomes ici. Alors, à la gauche, on va faire le modèle de Bohr-Rutherford pour le magnésium. Donc, le numéro atomique est 12, ce qui nous indique qu'à l'intérieur du noyau d'un atome de magnésium, on a 12 protons. Et afin de savoir mon nombre de neutrons, je vais faire la masse moléculaire de 24 moins 12. Ça va donner le nombre de neutrons qui est tout égal à 12. Ensuite, si je prends un tableau périodique et que je cherche le magnésium, je le retrouve juste ici. Alors, le magnésium se trouve dans la famille 2, ce qui signifie qu'il y aura 2 électrons de valence. Et on le retrouve dans la période 3, alors nous aurons 3 couches électroniques. Donc, je vais dessiner ces 3 couches.
Puis pour mon nombre de neutrons, puisque l'atome ici est neutre, je vais mettre le même nombre de charges négatives que de charges positives. Et ici, j'en ai 12 positives, alors je vais en placer 12 négatives. Je commence sur la première couche et j'en mets 2, qui est le maximum. Je passe à la suivante, qui peut en comporter maximum 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, en tout, j'en ai placé 10. Il m'en reste 12 à placer. 2 à placer, désolé. Et voilà. Ensuite, on fait la même chose cette fois-ci pour l'oxygène. L'oxygène portant un numéro atomique de 8, ce qui m'indique qu'il y a 8 protons dans le noyau. Pour calculer mes neutrons, je fais la masse atomique de 16 moins 8, qui me donne 8 neutrons. Ça, c'est dans mon noyau. Je retourne dans mon tableau périodique et je trouve que l'oxygène se retrouve sur la période numéro 2, m'indiquant que j'aurai 2 couches électroniques. 1, 2. Et puisque l'atome est neutre, j'aurai autant de charges positives que négatives. Ainsi, j'aurai 8 électrons. Donc, j'en place 2 sur la première couche, qui est le maximum. Et ensuite, il m'en reste 6 à placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai placé tous mes électrons. Donc, comme on l'a vu dans le cours, on doit toujours se rappeler que le but ultime des atomes est d'avoir 8 électrons de valence, donc 8 électrons sur la dernière couche électronique. Ici, j'en ai 2, alors que ici, j'en ai 6. OK? Donc ici, j'ai 2 électrons de valence. Puis ici, j'en ai 6 électrons de valence. Donc, on peut voir que le magnésium n'est pas vraiment stable parce que pour être stable, on en veut 8. Et que l'oxygène, il est un petit peu plus stable, mais il aimerait quand même recevoir 2 électrons afin d'être le plus stable possible. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? C'est que afin d'accommoder les 2 atomes, il va y avoir un transfert d'électrons entre les 2 atomes. Ainsi, on va avoir un transfert de 1 électron ici et d'un 2e électron ici. Donc, le magnésium va donner 2 électrons à l'atome d'oxygène. Donc, lui, en éliminant ces 2 électrons, il n'y aura plus aucun électron sur sa dernière couche, donc on va éliminer cette couche-là, puis on va seulement rester avec 2 couches. Donc, la deuxième couche avait déjà 8 électrons. Donc, on se ramasse avec un atome ayant 8 électrons de valence qui est extrêmement stable. Et par la suite, ici, on en avait 6, puis là, on en reçoit 2, alors on est rendu avec 8 électrons de valence. Donc, si je redessine les atomes, alors le noyau va demeurer pareil, car on n'a rien changé au noyau. Et puis là, je vais être rendu avec 2 couches électroniques, puis je ne change rien à mon autre modèle, donc je vais juste redessiner. Puis j'ai enlevé la dernière couche parce qu'il n'y a plus d'électrons, donc elle n'est plus nécessaire. Ensuite, ce que je vais faire des parenthèses et je vais indiquer la charge de l'atome. Puisqu'il a perdu 2 charges négatives, il est rendu maintenant 2 plus. Okay? Donc, on perd des charges négatives, donc on devient positif. Dans le cas de l'oxygène, si je dessine mon noyau qui est inchangé, j'avais 2 couches. J'ai encore 2 électrons sur la première couche. Puis là, je suis rendue avec 8 électrons parce que j'en ai reçu 2. Puis auparavant, on en avait 6. Donc, s'il a reçu 2 charges négatives, donc il est rendu 2 moins. Donc, il reçoit des charges négatives, donc il est
plus négatif. Donc, ceci représente la molécule de MgO. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une liaison ionique, parce que la liaison entre ces deux atomes-là va laisser place à des ions. Donc, on a un ion magnésium et un ion oxygène. Puisque la charge ici est positive, on va dire que ça, c'est le cation. Puis ici, puisque la charge est négative, on l'appelle l'anion. Donc ça, c'est ce qui résume pour les liaisons ioniques. Ensuite, on a vu qu'un autre type de liaison intramoléculaire, c'est les liaisons covalentes. Alors, la liaison covalente, elle, au contraire de la liaison ionique qui a vraiment un transfert d'électrons, ici, on va avoir une relation de partage. Donc ça, c'est vraiment le mot-clé, le partage. Alors, il n'y a pas de transfert, on ne donne pas d'électrons, on ne reçoit pas d'électrons. Ça va vraiment être un partage entre les deux atomes. Ce partage-là ne va pas toujours être équivalent à 100%. Donc, dans certains cas, un des atomes aura les électrons plus souvent que l'autre atome. Dans ce cas-ci, lorsque le partage n'est pas 100% équivalent, on va dire que c'est une liaison covalente polaire. Donc, c'est un partage non équitable. De l'autre côté, si le partage est 100% équitable, on va dire que c'est une liaison covalente non polaire. Donc ça, c'est équitable. Donc, la chose qui nous reste à voir, c'est comment différencier si c'est polaire ou non polaire. On va se référer à un tableau qui ressemble au tableau périodique, mais qui est en fait le tableau des valeurs de l'électronégativité des éléments. Donc, l'électronégativité se définit comme étant la force qu'a un élément à attirer les électrons. Donc, plus la valeur dans le tableau est élevée, plus l'atome a une forte capacité à pouvoir attirer les électrons. Donc, tantôt, quand je disais dans certaines relations, le partage ne sera pas 100% équitable, il y en a un des deux qui va avoir plus souvent les électrons. Donc, celui qui a le plus souvent les électrons, c'est lui avec une valeur plus élevée de l'électronégativité. Donc, ça se trouve dans vos notes de cours. Finalement, il y a une façon assez simple de savoir avec quel type de liaison intramoléculaire qu'on se trouve. Donc, vraiment selon les deux types, donc ionique ou covalente. Puis, on peut aussi séparer covalente en polaire, non polaire. Puis ça va être avec la différence d'électronégativité entre les atomes dont on est en présence dans la question. Donc ici, on vous dit que lorsque la différence d'électronégativité entre les atomes est de 1,7 électrovolts et plus, on est en présence d'une liaison ionique. Lorsque c'est entre 0,4 et 0,7 électrovolts, on est en présence d'une liaison covalente polaire. Puis si c'est moins que 0,4, on est en présence d'une liaison covalente non polaire. Comment qu'on fait pour faire la différence entre deux atomes? Donc ça, ici, on a un exemple. On a un atome de fluor à gauche et un atome de chlore à droite. On est allé dans le tableau des valeurs d'électronégativité des éléments, puis on les a retranscrits ici. Alors, pour le fluor, c'est 3,98 électrovolts. Et pour le chlore, c'est 3,16 électrovolts.
Donc, on a fait la différence. Alors, 3,98 moins 3,16. Il y a un écart de 0,82 électrovolts entre les deux. Donc, si je me réfère ici à mon tableau de valeur, je peux voir que 0,82 se situe dans la deuxième catégorie. Donc, c'est entre 0,4 et 1,7. Alors, ceci est une liaison covalente polaire. Donc, si par exemple, je veux savoir quel type de liaison unit une molécule de O2, donc une molécule de O2, ça ressemble à ça. Comment savoir c'est quoi le type de liaison? Je me réfère à mon tableau. Je vais aller voir c'est quoi la valeur d'électronégativité. Ici, c'est 3,44. Donc, la façon de l'écrire, on écrit X de l'oxygène. Donc, X, c'est pour électronégativité de l'oxygène, moins X de l'oxygène. Parce qu'ici, je veux savoir vraiment entre mes deux oxygènes. Donc, je fais la différence. Donc, ça, j'ai dit que c'était 3,44. Donc, 3,44 moins 3,44 est égal à 0. Donc, lorsque j'ai une valeur de 0, je vais voir ici, c'est une liaison covalente non polaire. Donc, cette liaison-là, elle est covalente non polaire. Alors, lorsque c'est une liaison entre deux atomes pareils, donc du O2, H2, N2, Cl2, peu importe, ça sera toujours une liaison non covalente non polaire. Finalement, si je prends l'exemple du FCl, donc on a dit que c'était une liaison covalente polaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par polaire? Donc, il y a un des deux atomes qui a plus souvent les électrons qu'un autre, et dans ce cas-ci, c'est le fluor, car le fluor a une électronégativité de 3,98, alors que le Cl a une électronégativité de 3,16. Donc, le fluor va avoir plus souvent les électrons. Donc, ça va mener à ce qu'on appelle des charges partielles. Donc, une charge partielle, c'est différent des charges, par exemple, dans les ions. Donc, lorsqu'il y a création d'ions, l'ion va être soit négatif, positif. C'est vraiment une vraie charge. Dans ce cas-ci, on va parler de charge partielle parce que les électrons vont se promener d'un atome à l'autre. Donc, par moment, il va être négatif, mais pas toujours. Lorsque les électrons vont repartir, il va redevenir positif, négatif, positif. Donc, c'est pour ça qu'on dit partiel. La façon de le noter, si je vous demande d'inscrire les charges partielles, donc c'est avec un petit signe de delta, comme ça. Puis ici, ça serait delta moins parce que c'est lui qui est le plus électronégatif. Donc le delta moins est toujours donné à l'atome ayant la plus grande électronégativité. Et puis l'autre va porter le delta plus parce que c'est lui qui est le moins électronégatif. Alors ici, ça résume les trois types de liaisons intramoléculaires qu'on vient de voir. Alors, on a la liaison covalente apolaire qui est un partage d'électrons et le partage est 100% équitable entre les deux atomes. Ensuite, ici, on a la liaison covalente polaire qui est un partage d'électrons, oui, mais qui n'est pas 100% équitable. Ceci va laisser place à des charges partielles delta plus et delta moins entre les atomes. Et finalement, on a la liaison ionique qui consiste à un transfert d'électrons entre les deux atomes. Puis ça va donner des ions portant des charges positives et négatives.